Être une femme noire en France, c'est marcher entre héritage et projection, entre ce qu'on voit de toi et ce que tu sais de toi. C'est composer avec le monde tout en inventant ses propres espaces de liberté. Aujourd'hui, on ouvre une conversation nécessaire. Mais avant ça, jingle! Bonjour et bienvenue dans Saouti PDA, le podcast où la diaspora africaine se raconte, se questionne et se célèbre entre expériences vécues et analyses d'experts. Pour cet épisode, on s'intéresse au vécu des femmes noires en France, un sujet à la fois intime et politique qui touche au corps, au travail, aux relations sociales, à la représentation et à la prise de parole. Être une femme noire dans un contexte minoritaire, c'est souvent faire face à des discriminations spécifiques, mais aussi développer des stratégies, des solidarités et des espaces de puissance propres. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Claudia, militante féministe et cofondatrice du collectif Lutte HSM. Lutte HSM est un collectif engagé contre les violences sexistes, sexuelles et misogynoires qui utilise principalement les réseaux sociaux comme outil de sensibilisation, de mobilisation et de prise de parole politique. Aujourd'hui, nous accueillons également pour la première fois une chroniqueuse, donc coucou Minata, comment ça va ? Coucou, ça va bien et vous ? Ça va, merci. Et Claudia, comment tu vas ? Ça va parfaitement bien. Et toi ? Ça va, merci. On est très contente de tourner cet épisode avec toi aujourd'hui. Ouais, sachant qu'on avait déjà eu l'occasion de faire une conférence avec toi et que tu avais brillé par tes interventions pertinentes. Donc forcément, c'était évident qu'on allait faire cet épisode avec toi. Du coup, là, on est toutes des femmes noires sur le plateau, donc c'est un podcast, forcément, vous nous voyez pas trop, à part peut-être un peu dans le teaser. Et du coup, on va explorer des réalités qui nous concernent, mais qui concernent aussi des auditrices qui vont nous écouter. On va parler un peu des combats qui sont menés, mais aussi des joies, parce que faut pas parler que du négatif aussi, il y a énormément de points positifs à être une femme noire. Et on va parler des forces et des perspectives portées par les femmes noires en France aujourd'hui. Du coup, Claudia, première question pour commencer. Quand on parle du vécu des femmes noires en France, selon toi, de quoi on parle concrètement ? Est-ce qu'on parle de moments de la vie avec des réalités spécifiques, à l'école par exemple, dans le monde du travail, etc. En vrai, c'est un mélange de plein de trucs. On peut parler de comment on se perçoit en tant que femme noire, l'impact que ça a sur nos relations, dans la vie professionnelle, à l'école, etc. Ça peut aussi être comment on relationne avec les gens en tant que femme noire, les difficultés qu'on rencontre pas, les avantages, les points négatifs, etc. C'est vraiment un ensemble de plein d'éléments. Souvent, quand on parle entre femmes noires, en fait, on se rend compte qu'on a plein de petits trucs qu'on a vécu en commun. Ouais. Et souvent, en fait, on parle, on se dit « Ah ouais, moi aussi, ça m'est arrivé. Ah ouais, moi aussi, j'ai vécu ça et tout. » Et du coup, c'est des vécus qui sont pluriels. Donc, attention des fois à ne pas se dire qu'on a tous le même vécu en tant que femme noire. Mais des fois, ça se rejoint, ça se croise, etc. Enfin, voilà, c'est plein de choses. Oui, donc ça fait déjà une réponse assez introductive de ce qu'on va aborder par la suite. Et donc maintenant, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que en tant que femme noire, est-ce que tu as aussi identifié des espaces où tu vas plutôt te sentir particulièrement forte, légitime ou soutenue ? Oui, en fait, souvent, on pense qu'on aura beaucoup de mal à se créer des espaces safe, à entrer dans des espaces safe en tant que femme noire, mais en vrai, ça existe. Il y en a de plus en plus d'ailleurs, parce que on est une génération qui a plein d'initiatives, qui crée plein de trucs, et c'est trop bien parce qu'on crée plein d'espaces pour nous. Ça peut être des groupes d'amis, les réseaux sociaux qui nous permettent aussi de développer des amitiés en fonction de nos opinions, de ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Parce qu'en fait, les amitiés qu'on a quand on est enfant et qu'on grandit avec, c'est des amitiés un peu que la vie nous a imposées, entre guillemets, parce qu'on vit dans le même quartier, dans la même ville, etc. Donc on devient amis comme ça reste ou ça reste pas. Mais les amitiés qu'on choisit en étant adulte, par exemple, c'est des amitiés qu'on base souvent sur des opinions politiques, sur des goûts musicaux, sur un style vestimentaire. Enfin voilà, c'est plein de trucs qui font que on s'entoure de personnes qui nous aiment réellement et qui nous ressemblent. Ouais. Oui, il y a plein d'espaces, il y a les collectifs. Moi j'ai un collectif, dans ce collectif-là, tout est safe, en fait, on est entre nous. Quand on se comporte mal, on se dit clairement, là, t'as mal agi. Quand on se comporte bien, on se félicite. Il y a des groupes d'amis, des groupes de femmes qui se rejoignent pour parler, donc des groupes de parole, clubs de lecture, ou tout simplement des canaux de discussion pour parler entre nous. Moi, j'ai intégré plusieurs canaux, groupes, clubs, etc. Et ça m'a changé littéralement la vie parce que ça a fait écho à plein de trucs que j'ai traversés, que j'ai vécu. Je me sentais pas seule. Du coup, j'avais un endroit où parler, où être safe, où mon expérience de femme noire était pas invisibilisée, où elle était pas un peu oh oui, là t'abuses, tu te victimises, etc. J'étais comprise. Donc oui, il y a des endroits où en tant que femme noire on est bien,
ces endroits qu'on crée nous-mêmes. Ouais. Faut pas attendre de rejoindre un endroit qui a été créé par d'autres personnes, pas forcément pour nous, qui n'a pas été pensé pour nous. Donc voilà, rejoignez des endroits comme ça et vous verrez que ça existe bel et bien. Ouais, grosse différence, je suis d'accord. Et est-ce que tu peux nous parler un peu, à contrario, de moments qui sont un peu plus compliqués dans la vie d'une femme noire, que ça soit dans des espaces précis ou à des temporalités précises? Moi, je dirais qu'il y a 3 grands secteurs, en fait, où c'est assez compliqué. Mmh mh. Il y a l'école, premièrement, ensuite le travail et la famille, les relations, sociales, familiales et cetera. Mmh. L'école, ça Partout. commence, l'école, ça commence dès qu'on est petite, en fait. Ouais. Parce qu'au début, tu es dans ta famille, toi, tu sais même pas que tu es noire. Mmh Pour toi, mh. tu es une petite fille normale et tu arrives à l'école, on te rappelle que ta peau, elle est foncée comme du caca. Mmh. On te rappelle que tes cheveux, ils sont trop durs, que ton nez, il est trop gros. Mmh. On te le dit, souvent, tu as 5 ans, 6 ans. Moi, je me rappelle, je devais avoir 7-8 ans. Mmh. Ma mère me coiffait et je lui demandais pourquoi j'avais pas des cheveux de femme blanche. Je voulais avoir des cheveux de femme blanche. Mmh. Elle m'a un peu grondée sur le coup, mais après, elle m'a dit que tes cheveux, ils sont comme ça et c'est comme ça parce que t'es Ouais. une petite fille noire et tout. Mais avant ça, ma mère, elle m'avait jamais dit que j'étais noire. Ouais. Parce que ça allait de soi, en fait. Et c'est ce jour-là qu'elle m'a dit parce que t'es une fille noire, etc. Mmh. Enfin, ça, c'est l'école. L'école, c'est très violent. Mmh. Pour les femmes en général, mais pour les femmes noires encore plus, parce qu'évidemment, il y a la dimension misogynoire et le racisme, etc. Ouais. Ensuite, il y a tout ce qui est monde professionnel, Mmh. le travail, donc déjà le plafond de verre, l'harcèlement qui vient des fois aussi de collègues femmes. Ouais. En tant que femme noire, on est un peu target de tous les sens. Et il y a au travail, souvent, les femmes noires, elles ont ce sentiment de ne pas être légitimes. Ouais. Soit de dénoncer, soit de porter des projets importants, soit de porter la voix tout simplement. Mmh. Parce qu'en fait, on est souvent réduite à quelque chose un peu qu'on met à l'arrière, souvent pour remplir des quotas ou Ouais. qu'on légitime pas forcément, on donne pas forcément de grands pouvoirs. Donc c'est assez compliqué des fois en tant que femme noire de s'affirmer dans le monde professionnel. Mmh. Et ça peut être un terrain hostile pour beaucoup parce que on se sent souvent seul. Enfin, on est en France, hein, on va pas faire semblant. La plupart des entreprises, elles sont majoritairement blanches. Ouais. Donc c'est pas toujours évident. C'est vrai. Et le 3e point, si c'est pas le plus gros point, c'est les relations sociales, amicales, amoureuses, familiales. Mmh. Il y a plein d'exemples, hein, le colorisme dans les familles, Ouais. le dating avec les hommes, qu'ils soient noirs ou pas, Mmh ce qu'on mh. peut se prendre comme remarque, parce que Mmh. souvent on aime bien parler et dire oui, les hommes noirs, ils nous aiment pas et tout. Mais de l'autre côté, on peut aussi être fétichisé et c'est pas pour autant mieux en fait. Ouais. Si c'est un homme blanc qui m'appelle ma panthère, ma tigresse, enfin, c'est pas forcément, Ah pitié, ce genre d'expression, je peux pas. c'est pas forcément mieux. Et souvent, Ouais. ça, j'ai l'impression qu'on oublie un peu. Mmh. Et du coup, voilà, enfin, c'est pas toujours très évident. Ça peut causer beaucoup, parce que tout ce qui est relations humaines, l'humain est fait pour relationner humainement. Ouais. Donc, quand ça bloque, ça peut mettre des personnes très, très mal. Ouais. Et en tant que femme noire, ça peut nous questionner sur ce qu'on est entièrement. On peut se sentir très mal d'être noir, d'exister. Ça produit des effets comme la dépigmentation, le défrisage, le lissage, etc. Enfin, C'est il y a clair. plein de conséquences, juste Mmh. parce que, enfin, je dis juste, mais c'est pas juste, mais parce qu'il y a un problème au niveau des relations amicales, relations amoureuses, familiales, etc. Ouais. Voilà. Et en parlant de ça, on en parlait l'autre jour, justement avec les filles, Mmh. c'est que quand tu vis dans un milieu où tu es vraiment une grosse minorité, vraiment, genre, par exemple, tu es à l'école et vous êtes, allez, 1 ou 2 noirs dans la classe, grand maximum, ou allez, 1 ou 2 noirs à l'échelle de l'établissement en entier. Des fois, même, sur ta perception de ta beauté, ça peut avoir un impact dans le sens où, comme tu es pas du tout la norme, tu peux penser que tu es même pas belle. Mmh. Alors que quand tu vas te rendre dans un milieu où il y a déjà des gens qui te ressemblent un peu plus, tu peux te rendre compte que, bah, c'est même pas tant que tu es belle, mais rien que le fait d'être moyenne, ça te permet d'accéder à des choses auxquelles tu ne peux même pas accéder, quand tu es vraiment la minorité. Et du coup, ça te permet de relativiser un peu, sur ta situation. Et je trouve que ça aussi, c'est important à évoquer. Donc, s'il y a des petites filles noires qui nous écoutent, ou même un peu plus âgées, hein, et Mmh. qui sont dans des milieux où elles sont vraiment en grosse minorité, bah, en tout cas, ne doutez pas du fait que vous méritez, tout ce que vous souhaitez, en fait. Totalement. Je sais pas si toi, tu as eu peut-être un moment où de conscientisation que vous vivez des choses, non pas par discrimination ou parce que juste les enfants, par exemple, ils sont méchants, ils t'aiment pas ou autre, mais que c'est vraiment parce que on est des femmes noires qu'on va être perçues différemment dans l'espace social. Très bonne question. Moi, j'ai une réponse, hein. Tu veux commencer? Oui, bah typiquement, en fait,
rien que le fait de vivre tes sentiments et de les extérioriser, quand t'es une femme noire, en fait, tu vas être sur soit tu vas, en fait, les extérioriser et du coup, tu vas te prendre un retour de flamme du style, ah, t'es agressive, pourquoi est-ce que tu te mets dans des états comme ça, t'es excessive. Et si, à contrario, tu sais que tu peux recevoir ce genre de remarques, tu vas des fois te brider, en fait. Donc, tu vas ressentir des choses, mais tu vas dire, je vais pas l'extérioriser parce que sinon, on va dire que justement, je suis agressive ou que je suis un peu dans l'excès parce que je suis une femme noire. Totalement. Moi, par exemple, je sais qu'à un moment donné, au collège, je me suis mise à me dire dans ma tête, souris plus, parce que j'ai peur que les gens me perçoivent pour quelqu'un de soit méchante, etc. Et j'ai commencé à sourire plus, et du coup, les gens me disaient, ah, mais t'es souriante, franchement, t'es solaire, etc. Et j'étais vraiment contente d'avoir ce genre de compliment, sauf que c'est pas ma personnalité de sourire, de sourire tout le temps. Je suis très d'accord avec toi. Moi, je me suis rendu compte de la même chose, du coup, mais plutôt à la fac. C'est franchement, mais en fait, même un peu au lycée, on me disait toujours que j'avais l'air froide, etc. Alors que moi, je suis une personne quand même qui sourit, etc. Mais si, en fait, j'ai pas tout le temps les dents dehors, ça y est, je suis froide, ça y est, j'ai l'air méchante. J'ai l'impression qu'en fait, voilà, peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu exprimes, ça va toujours être genre amplifié, et ça va être mal interprété ou diabolisé. Et franchement, effectivement, ça fait en fait que tu essayes soit je dirais pas de te camoufler, mais de tout lisser, soit tu essayes de faire en fait comme si t'étais pas toi, quoi. Comme t'as dit, Minata, c'est pas forcément dans ta personnalité de sourire tout le temps, mais tu te forçais à sourire pour pas qu'on pense que voilà. Et ça, franchement, c'est chiant parce que sur le long terme, c'est vraiment très épuisant. Ouais, c'est dur à tenir. Très épuisant. Ouais. Moi, c'est au lycée. J'ai eu des péripéties avec l'établissement, avec des professeurs et d'autres élèves que j'accusais du coup de racisme. Et ça arrivait plusieurs fois en fait que les professeurs me disaient que j'étais agressive. Et au début, je ne comprenais pas pourquoi on me disait tant que j'étais agressive. Puis après, j'ai découvert le mythe en fait de la femme noire énervée. Et j'ai compris en fait que c'était pour ça qu'on m'assimilait autant à l'agressivité. Et je me suis rendu compte, j'ai eu un professeur qui m'avait clairement dit que j'étais trop agressive, que j'allais pas aller très loin dans la vie parce que j'étais trop émotive, agressive, etc. Et j'ai dû faire un travail sur moi-même pour comprendre que je sois agressive ou pas, la colère anime et la colère est légitime en tant que femme noire, clairement. Et que donc ça m'aide à aller plus loin. Et aujourd'hui, je suis là avec vous et c'est parce que j'ai été énervée, parce que j'étais agressive en fait. Sinon, je pense que je serais même pas là. Complètement. Et voilà, c'est juste pour dire que souvent en fait, on veut nous coller des sourires un peu ou veut nous imposer un calme, un silence qui n'est pas forcément nous et du coup qui nous pousse à soit nous taire, nous silencer, nous censurer et que donc voilà, c'est important d'être agressif des fois et d'être énervé et c'est légitime. Voilà. Tout à fait d'accord. Et donc, tu disais que voilà, si tu n'avais pas été énervée, si tu n'avais pas été en colère, tu ne serais pas avec nous aujourd'hui. Du coup, moi, j'aimerais bien qu'on puisse un peu développer sur ça et que tu puisses nous parler de la naissance en fait du collectif Lutte HSM. Quels besoins ou quels constats ont été le point de départ de cet engagement? Mais en fait, il faut savoir que de base, en fait, on est toutes sur X, anciennement Twitter, qu'on est là-bas quand même depuis des années et que c'est un réseau, en fait, c'est un champ de violence, littéralement. Violence raciste, LGBT-phobe, validiste, misogynoire, etc. Tu peux mettre toutes les violences du monde, tu les trouves là-bas sur X, c'est sûr. Et en fait... nous, en tant que femmes noires, on a ce constat-là qu'il y a beaucoup de cyberharcèlement sur les femmes noires. Tu vas poster ta photo, ça va partir en harcèlement pendant toute une semaine. On va parler de comment t'es, comment tu n'es pas, etc. On va te comparer à des femmes blanches, à des femmes maghrébines, tout ça. C'était un peu un ras-le-bol collectif. Et il y avait un énième cas, en fait, de cyberharcèlement. Et on s'est dit, en fait, ça y est, on en a marre. Donc, au début, on a créé un groupe d'entraide qui avait pour but, en fait, de se confier, de lutter un peu, de manière un peu discrète. En fait, on s'est dit, il faut quand même marquer le coup et frapper fort. Donc, créer un hashtag. Du coup, moi, j'ai demandé, en fait, qu'on crée un hashtag. Et ensuite, j'ai envoyé en DM à des députés, des députés LFI, pour leur dire, voilà, là, il se passe ça, ça, ça. Nous, on crée un hashtag et on aimerait votre soutien. Et ça a été relayé par eux, donc ça a pris de l'ampleur. En fait, déjà, quand les gens ont vu que les députés ont relayé ce hashtag-là, ils se sont dit, ah ouais, là, ça devient sérieux, vous êtes dans la merde, les gars, et tout. Et du coup, voilà, ça a été pris, ça a été repris. Les gens ont partagé. En fait, le hashtag, il a explosé. Genre, on avait 40 000 tweets par jour. Il y avait de tout. Il y avait des gens qui râlaient, parce que voilà, il y a toujours des gens qui râlent. Mais il y avait des gens qui remerciaient. Il y avait des gens qui disaient enfin un hashtag comme ça. Il y avait des gens qui témoignaient. D'autres, moi, un truc qui m'avait beaucoup touchée, en fait, c'était une femme qui a, du coup, pris une photo de la plainte qu'elle avait déposée en disant que c'était grâce au hashtag qu'elle a eu le courage d'aller porter plainte, en fait. Et moi, ça m'avait grave touchée. Je me suis dit, ah ouais, on a fait ça quand même, c'est grave. Et après ça,
on a été reçus à l'Assemblée nationale. Du coup, on s'est organisé en collectif pour vraiment officialiser les choses. On s'est organisé. On est allé à l'Assemblée nationale pour parler du coup de violence misogynoire, de cyberviolence et de masculinisme aussi. Et du coup, depuis, en fait, on fait ce travail-là. Ça fait maintenant plus d'1 an parce qu'on est né en août 2024. Donc, ça fait plus d'1 an qu'on travaille sur ça. Et donc, voilà. D'accord. Ok, trop bien. Et vous êtes combien, du coup, à avoir fondé ce collectif? Alors là, on était une dizaine. Ok. Là, on est toujours une dizaine, mais en fait, ça a changé. Il y a eu des changements, des gens qui sont partis, d'autres qui sont D'accord. rentrés. Donc voilà, ça a changé. Ok. Et en termes de profil des gens qui ont été marqués par ce hashtag, c'est principalement des femmes noires ou c'est plus mélangé? Il y a eu beaucoup de femmes noires, donc c'est Ouais. vraiment l'essentiel, en fait, c'est des femmes noires. Après, on a eu quelques hommes homosexuels aussi. Ok. On a eu des femmes maghrébines aussi qui sont rattachées au truc, parce qu'au final, c'est un peu les mêmes choses, hein. Et des personnes pas forcément concernées, mais qui ont soutenu. Donc, ça va. Comme tu as pu le soulever au tout début, on pointe souvent l'invisibilisation des combats des femmes noires qui se trouvent à l'intersection de plusieurs luttes. Et donc, au nom de la lutte, par exemple, de classe ou la lutte contre le racisme, les problématiques spécifiques des femmes noires peuvent être reléguées au second plan dans les sphères militantes et politiques. Et donc, toi, comment tu analyses cette hiérarchisation des luttes et comment, à travers le collectif ou bien individuellement, tu penses qu'on peut y faire face et apposer son existence? Déjà, moi, je pense qu'il faut commencer par identifier cette hiérarchisation comme une violence, que je dirais violence symbolique au sens de Bourdieu, en fait, donc une violence qui est intériorisée, qu'on a tous un peu incorporée, et donc des fois, on ne se sent pas légitime de se plaindre et de parler, parce que quand, par exemple, je prends la parole pour dénoncer un cas de harcèlement misogynoire de la part d'un homme noir, et qu'on me répond « tu dénonces ton frère, tu sais à quoi il est exposé, etc. », c'est pour me faire taire. Il faut avoir conscience que quand tu vas oser prendre la parole pour lutter contre ça, on va t'accuser d'être une traître. Et ça aussi, c'est des choses qu'on impose souvent aux femmes du coup racisées, hein. J'aime pas trop ce mot, mais je suis obligée de le dire. Aux Juste femmes... pour éviter de te couper, hein, mais désolée, hein, mais pourquoi tu n'aimes pas ce terme racisé? Parce que c'est pas la première fois que j'entends ça. Alors, le terme racisé, moi je l'aime pas parce que déjà je trouve que c'est un gros sac où on met tout le monde dedans. Ouais. Tous ceux qui C'est sont vrai. pas Qui sont blancs pas en blancs. fait, voilà, on les met dedans. Alors que à l'intérieur du coup des gens qui ne sont pas blancs, il y a des rapports de domination aussi. Totalement. Donc ça permet en fait de balayer ces rapports-là et du coup des fois de cacher par exemple de la négrophobie de certaines communautés. Le terme racisé, c'est aussi la manière dont les blancs nous perçoivent. Moi, j'ai pas envie de me définir comme de la manière dont une personne blanche me perçoit. Je me définis comme moi je me vois, comme moi je me perçois. Et voilà, je trouve que ce mot, c'est un mot fourre-tout, un mot un peu valise. Ouais. Moi, quand je me définis, je dis pas que je suis racisée, je dis que je suis noire, je suis congolaise. Enfin voilà, je vais pas dire oui, je suis racisée. Pour moi, ça fait rien de dire. Ça veut rien Quand t'es dire, comme ça, c'est... C'est vrai. Enfin voilà, surtout là, en tant que femme noire, on est 4 femmes noires, 5 femmes noires là, 4. Quatre. On est 4. Je vais pas me dire que oui, je suis racisée. Non, je suis noire, voilà, je suis congolaise, je viin de là, et tous mes parents viennent de là. Enfin voilà, moi, j'aime pas trop ce mot. Parce que je me définis vraiment pas comme ça, je l'emploie pas trop souvent. Ok, je Mais comprends. bon, dans la sphère militante, il est très employé, un peu trop ça. même. Donc, des fois, on est obligé un peu de se calquer. Mais il faut quand même dire quand on n'aime pas l'utiliser. Moi, je le dis toujours. Oui. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que je disais avant? Je sais plus. C'est ma faute, je t'ai coupé. Quand tu dénonces les hommes noirs, on va dire que T'es tu une dénonces tes traître. frères, t'es une Oui. traître. Oui, totalement. Du coup, là, c'est un exemple où, par exemple, le racisme veut prendre le dessus sur la misogynie noire. En tant que femme noire aussi, on est exposé du coup au mépris de classe, au sexisme. Et en fait, souvent, on nous demande de choisir ce qu'on veut dénoncer, alors qu'en vrai, on peut tout dénoncer en même temps et tout va de soi parce que tout est imbriqué ensemble. Et ça, il faut le comprendre. Et ça, en fait, il y a une répétition de discours dominants qui tend à mettre les femmes noires à l'arrière des luttes pour un peu supporter porter un peu les autres, en fait, les mettre en avant, tandis que nous, du coup, on reste derrière. Mais faut pas se laisser, en fait, avaler par ce discours dominant-là. Et il y a aussi, dans la sphère féministe militante, le féminisme, ce qu'on appelle le white feminism, genre le féminisme blanc, qui est blanc, bourgeois, qui est riche, qui s'en fout un peu des femmes noires, ou qui les appelle que quand il manque un peu des gens sur le banc, bien pour mettre une femme noire sur le banc, comme ça on voit qu'ils sont pas racistes. Et la diversité. ouais, totalement, et faire un peu la token, genre on te met juste là comme ça. Et ça aussi, il faut pas se laisser avoir par ça, parce que
c'est le féminisme un peu mainstream, genre c'est le féminisme qu'on voit, le féminisme qui caresse les hommes dans le sens du poil, qui caresse la société dans le sens du poil. C'est le féminisme du choix, en fait, de oui, j'ai choisi, donc c'est féministe parce que j'ai choisi, alors qu'en vrai, non. Ça aussi, il faut pas se laisser avoir par ça. Et il faut pouvoir le critiquer, l'assumer, le critiquer et aller à contre-courant de ça. Ça va être dur parce que, évidemment, tu vas être marginalisé parce que tu vas à contre-courant de ce qui est dominant, mais au final, il y a plein de gens qui vont être rassemblés sur ça, et du coup, c'est pour ça que les luttes féministes doivent être intersectionnelles, radicales, anticléricales, anti-homophobie, etc. Enfin voilà, plein de trucs avec. Anticlérical, ça veut dire quoi? Alors là, c'est le sujet un peu touchy, parce que c'est un sujet qui m'a valu plein d'insultes et de sauces sur les réseaux. Alors, quand on parle d'être anticlérical, en fait, c'est être anti-religion. Mais attention, ça veut pas dire qu'il faut... Enfin, en gros, c'est reconnaître les institutions religieuses comme étant des fois oppressives dans leur manière de traiter certains sujets. Même quand on dit que oui, c'est parce que les hommes ont repris les textes, qu'ils ont modifiés, etc., ça rentre quand même dans ce sens-là parce que au final, ils ont repris les textes, oui, je dis pas le contraire, mais ça a permis une lecture qui est des fois misogyne, en fait, de ces textes-là. Il y a des courants féministes, comme les féministes musulmanes ou les féministes religieuses, qui, elles, en fait, se réapproprient leurs textes religieux, sans forcément les modifier, juste, elles ont une lecture qui est féministe de ces textes-là, et c'est important, parce que sinon, on tombe dans un discours où, en fait, on a des hommes qui, au nom de la religion, vont nous imposer des actes et vont nous imposer un mode de vie qui peut être contraignant en tant que femme. Voilà. Donc, c'est pas toujours évident, c'est un sujet qui est très sensible. Attention quand on en parle, à pas dire n'importe quoi. Attention à comment on dit les choses sur ce sujet-là, parce que ça peut être vexant pour certaines personnes. Et je l'ai connu, j'ai fait même des erreurs des fois sur ce que j'ai dit. Et c'est pas forcément évident. On n'a pas toujours les outils pour parler de ça. Mais attention aussi, parce que, surtout pour tout ce qui est islam, tout ça, souvent, il y a des féministes qui vont parler, qui vont être anticléricales, il n'y a pas de souci, mais qui vont que target l'islam, qui vont que cibler l'islam. Et là, on tombe en fait dans l'islamophobie, on n'est plus dans un féminisme qui veut réapproprier les femmes et leur donner du pouvoir, en fait. Donc voilà, c'est juste la parenthèse. Ok. J'espère que j'ai bien... Moi, je trouve que tu as très bien expliqué. T'as très bien expliqué. On a vu que le collectif, il agit principalement sur les réseaux sociaux. Pourquoi ce choix et comment est-ce que vous avez géré la visibilité, les soutiens, mais aussi les violences en ligne? Les réseaux sociaux, comme j'ai dit un peu tout à l'heure, c'est le champ de bataille par excellence. C'est là-bas tout le monde se croise, tout le monde partage ses opinions, etc. Donc, il est impératif qu'il y ait des gens à l'intérieur qui luttent, parce que sinon, c'est la foire aux discussions bizarres et aux propos phobes, en fait. Et comment est-ce que vous avez géré la visibilité, les soutiens, mais aussi les violences qui vous sont adressées? Là, je vais surtout parler en mon nom parce que les filles, on a beaucoup, du coup, on n'a pas vraiment vécu les mêmes choses. Moi, je sais que j'étais déjà exposée sur les réseaux, et avec la venue en fait du collectif, puis la surexposition du collectif, moi, j'étais arrivée à un stade où, en fait, dès que je parlais, je pouvais m'embrouiller avec une personne. Dès que je lui disais, ouais, ferme ta gueule, regardez, la créatrice du collectif et tout, elle ferme ta gueule à quelqu'un, elle parle mal, c'est une harceleuse. Enfin, voilà, c'était compliqué. À un moment, c'était vraiment compliqué. C'était, en fait, je pouvais plus parler sans qu'on m'assimile au collectif, alors que avant ça, je suis moi, en fait, et mes propos me représentent moi, pas le collectif. Je parle pas toujours au nom du collectif, et encore moins sur mes réseaux personnels. Donc, c'était vraiment compliqué. Et ensuite, j'ai gagné encore plus d'abonnés, de visibilité, donc. Et j'étais encore surexposée à la violence misogynoire. Donc, ça a été des vagues d'harcèlement. On poste mes photos pour critiquer mon corps, mon physique, se moquer de moi. Ça a été des moments qui étaient archi durs. En fait, les premières fois, c'était très compliqué pour moi. Je l'ai vraiment très mal vécu. Aujourd'hui, avec le recul et le fait que ce soit devenu un peu répétitif, je me suis un peu habituée. En vrai, c'est horrible à dire de s'habituer à la violence, mais je me suis habituée du coup à cette forme de violence-là. Et donc voilà, j'ai reçu aussi beaucoup de soutien, évidemment, et heureusement, parce que sinon, je sais pas comment j'aurais fait. Mais il y a eu une surexposition à la violence qui a été plus. Moi, j'ai reçu des DM, des menaces de féminicide, des menaces de viol. Enfin voilà, c'est des propos qui sont assez choquants. Mais des personnes qui ont publié mon prénom, mon nom de famille, là où je vis, mon université, etc. Enfin des fois c'est vraiment pour te pousser à quitter en fait le réseau et à ne plus parler.
Et je trouve que c'est d'autant plus difficile dans ta situation, là où une autre personne se serait harcelée, j'aurais dit, bah, supprime les réseaux sociaux pour pas être exposé. Mais en fait, c'est ton champ d'action, les réseaux sociaux, donc tu peux même pas supprimer, en fait. Bah, en fait, le pire, c'est que je me suis retrouvée dans ce cul-de-sac, en fait, où j'ai supprimé un moment mes comptes. Ah, Et en fait, je me suis dit, je passe ma vie à dire aux gens, ne supprime pas tes réseaux, c'est pas toi de partir. ouais, Mais quand moi, ça m'est arrivé vraiment de manière vraiment... J'ai lutté pour rester, j'ai ouais. voulu rester. Mais quand ça m'est arrivé très, très fort et que ça tenait mon mental, en fait, mon moral, j'ai désactivé temporairement mes comptes. Ouais. Et je me suis trop... En fait, j'étais trop dans le mal à cause de ça, parce que je me suis dit, j'ai cédé à ce qu'ils voulaient, en fait. Au final, c'est ce qu'ils voulaient. Ils veulent que tu partes. Et je suis partie. Et dans ce moment-là, je me suis grave voulu et j'étais en mode... je leur ai donné ce qu'ils voulaient, il faut que je revienne le plus rapidement possible. Puis après, j'ai parlé avec des amis qui m'ont dit, c'est pas la course, c'est pas Ouais, pressé. exactement. Prends le temps de guérir, en fait. T'as pas à être parfaite. T'es humaine avant tout. C'est ça. Le militantisme, ça peut attendre, en fait. Et il y a d'autres gens qui porteront, en fait, ce que tu peux pas porter maintenant. Et c'est OK. Exactement. Et ça revient un peu en tant que militante, toute la pression qu'on peut avoir. Mais du coup, oui, il faut savoir faire la part des choses et savoir quand faire une pause, quand revenir, quand peut-être partir, enfin voilà, quand lutter, quand se ralentir, etc. Et c'est pas pour faire du gossip, hein, mais sur les vidéos YouTube, les trucs des blogs et tout, on entend souvent que être une femme noire dans la sphère militantiste afro, c'est compliqué, mais on nous explique jamais pourquoi. Est-ce que tu peux nous donner des petites bribes pour qu'on essaye de comprendre pourquoi? Alors, c'est compliqué parce que j'ai l'impression que... Moi, personnellement, j'ai l'impression que tu es tout le temps, en fait, en train de vouloir te dire « Eh oh, je suis là, moi aussi, je fais partie de la lutte, voilà, ne m'oubliez pas. » C'est pas qu'on court après les gens, hein, c'est que vraiment, des fois, on doit forcer un peu pour se faire une place et pour arriver à un endroit où on veut être. Moi, j'ai déjà eu à faire plein d'événements avec plein de militantes, etc. Et des fois, ça arrivait juste, tu sais, lors d'une marche, voilà, une marche à Paris qu'il y a tous les ans, à une certaine période, que en fait, on devait être à l'avant, parce qu'on avait on nous avait demandé d'être en tête de marche, et qu'on n'a pas pu parce que il y a une autre militante qui n'est pas noire et qui voulait absolument être devant en disant que voilà, elle devait, parce que sa lutte aussi, elle était importante et tout. Alors que meuf, il y a que des femmes blanches sur la ligne. Donc, voilà, je pense que ça fait du bien aussi à d'autres militantes de voir des militantes noires à l'avant, parce que c'est une forme de représentation, hein, même si, voilà, c'est pas forcément un truc de ouf non plus, mais ça peut aider. Et la sphère militante, il y a beaucoup de problèmes. Beaucoup de guerres d'ego, beaucoup de j'ai raison, je sais mieux que toi, je connais mieux que toi, je suis plus vieille que toi, je suis là depuis plus longtemps que toi. C'est pas évident parce que nous, on est arrivés, on était jeunes, la moyenne d'âge, en fait, c'était 22 ans, 21 ans, donc on était des bébés pour certains, et on ne prenait pas forcément toujours au sérieux. Et ça aussi, dès que t'arrives, il faut parler, faut avoir un certain charisme, sinon tu prends pas au sérieux, sinon on te dit que t'es une petite, en fait. Donc tout ça aussi, c'est des trucs à prendre en compte. Dans tout ce qui est sphère anti-racisme, donc là où, du coup, on est mélangé avec des hommes noirs, c'est compliqué. C'est très compliqué parce que c'est aussi des personnes qui vont nous prendre de haut, qui vont nous parler, qui vont nous réduire à une statut de femme, qui vont des fois avoir des comportements de prédateurs, littéralement. Donc, c'est pas toujours évident. Et puis même, si tu te dénonces, ils vont resserrer les rangs, arriver sur toi. C'est compliqué. C'est compliqué. Il y a plein de femmes noires qui ont dû quitter des sphères militantes militantes antiracistes parce qu'il y a eu des problèmes, parce que ci, parce que ça. C'est compliqué. Ok. Et du coup, toi, comment tu te places par rapport à ça et surtout la convergence des luttes? Est-ce que tu penses que c'est possible, faisable, et aussi nous en tant que femmes noires, et comment on a réussi à se construire en tant que groupe? Est-ce que tu penses qu'il y a un temps, d'abord peut-être se replier sur soi-même et ensuite essayer du coup de converger avec d'autres collectifs? Alors, pour moi, la convergence des luttes, elle est importante, mais maintenant, il faut faire attention, parce que c'est un mot aussi que tout le monde utilise sans saisir tout ce qu'il y a autour. Souvent, on nous parle de converger des luttes avec des gens qui ne nous aiment même pas. Ça n'a aucun sens. Moi, j'encourage vraiment les personnes, enfin, surtout les femmes noires, quand vous voulez converger avec d'autres personnes, ayez une espèce de grille, en fait. Il faut qu'ils cochent toutes les cases. S'il y a une case qui manque, vous laissez tomber, parce que ça va
du jour au lendemain, cette case-là qui manque, elle va nous revenir à la gueule, en fait, et elle va nous tomber dessus. En tant que minorité, du coup, là, c'est là que le terme racisé encore, il revient, parce que on nous demande, en tant que racisés, de converger avec tous les racisés du monde. Ouais. Sauf que parmi tous les racisés du monde, il y en a plein qui nous aiment pas. Et que, en tant que femmes noires, qui vont nous mettre à l'arrière, ou qui vont tenir des propos hyper négrophobes, hyper misogynoires, etc. Et ça, on le voit dans la sphère militante, dans la sphère médiatique, on le voit un peu partout. Bah, la canne, hein. Bref. Oui, la canne, enfin voilà, il y a même des médias des fois qui ont des propos, tu te dis ça c'est un article qui a été motivé par la négrophobie, mais tu peux pas le prouver, mais tu le sais au fond de toi parce que tu connais. Mais voilà, il faut converger, c'est important parce que la lutte, au final c'est plein de personnes qui se réunissent, hein, donc on fait ensemble. Mais attention avec qui on converge, il faut être hyper sélectif, hyper sévère. Nous par exemple avec le collectif, on ne travaille pas avec n'importe qui, on fait vraiment attention parce qu'en plus avec les réseaux ça va tellement vite. Tu peux travailler avec une personne et après on te dit que ouais il y a 5 ans elle a dit ça sur les femmes noires et tout, tu vois, c'est pas pro, c'est pas propre, c'est voilà, c'est bizarre. Et donc voilà, faut être hyper dur, hyper sélective, mais c'est important la convergence des luttes, c'est vraiment important. Et puis Pourquoi? parce que ça permet enfin ça renverse le système en fait, ça permet d'assembler un maximum de personnes autour de différentes causes qu'on peut lier entre elles et du coup de renverser le système contre lequel on lutte, voilà. Ça à gauche tu le vois souvent, sauf que la gauche maintenant ça veut tout et rien dire. Être de gauche, voilà. Il y a la gauche et il y a la gauche avec un O. Voilà, c'est compliqué. Et même à gauche, en fait, il y a des gens avec qui on est censé converger, qui, dès que ça nous arrive à nous, les problèmes, ils sont plus là, où ils vont être contre nous. Moi, il y a eu pas très longtemps une histoire... une militante, une femme noire militante, sûrement que vous connaissez peut-être, je vais pas dire son nom, mais voilà. Elle a été victime en fait d'un homme qui est dans la sphère de gauche, qui est très connu, c'est un homme blanc. Et en fait, quand elle a dénoncé, elle a eu un courage fou en fait, parce qu'elle a dénoncé un homme qui est puissant en fait. Elle a dénoncé et on a eu, nous les femmes noires, on l'a soutenue, on était là. Et puis il y a eu des femmes qui n'étaient pas noires, elles étaient majoritairement un peu maghrébines ou voire blanches, qui étaient là à base de ouais, t'as pas honte, t'attaques un homme de gauche, blablabla. Elles sont rangées en fait de ce côté-là. Sauf que les hommes de gauche, ils sont pas baptisés de la misogynie. En fait, souvent on pense que les hommes de gauche, ils sont allergiques à la misogynie, alors que non, des fois c'est même eux qui le sont pire. Donc, un homme reste un homme. Voilà, c'est ça. Et encore une fois, là, c'est encore la question de la convergence des luttes. C'est que là, en tant que femme noire, tu me demandes de me taire parce que lui, il est blanc. Enfin, c'est... Même si on est du même parti, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Il faut quand même pouvoir dénoncer ce qui nous arrive. Donc oui, attention avec qui on converge et il faut être très dur. Voilà. Juste tout à l'heure, tu parlais du fait que quand tu avais subi une grosse vague de haine sur les réseaux sociaux, tu avais pris le temps de supprimer les réseaux sociaux, mais tu t'en voulais un peu. Et ça me fait penser au fait qu'il y a un truc qui reste constamment sur les épaules d'une femme noire, c'est qu'elle doit être forte. Et puis même pour complimenter une femme noire, on lui dit « Ah, t'es forte et tout, t'es une combattante et tout. » Et les gens qui te disent ça, ils sont contents. Ils disent « Mais c'est the compliment que je viens de lui lâcher là. » Je trouve que ça a fait naître le fait qu'il y a beaucoup de femmes noires qui se disent bah je dois absolument être forte, et en même temps je trouve que il y a des femmes noires qui vont réagir à ça, qui vont se dire ah bah il faut absolument que je montre une extra douceur, que je sois complètement sur mes énergies féminines, enfin des énergies féminines inventées dans le contenu des réseaux sociaux là des Franciso. Et du coup je trouve que des fois il y a des mouvements de réaction où bah, en fait, j'en parle avec ma meilleure amie en ce moment, c'est que t'as une femme noire qui va être agressive envers toi. Ça veut pas dire qu'elle est complètement agressive 24 heures sur 24, mais là, au moment T, elle est agressive envers toi, mais t'oses même plus dire, bah, attention, là, t'es agressive avec moi, calme-toi. Parce que tu vas te dire, oui, mais sinon, on va se dire que c'est une femme noire aigrie, donc t'as pas envie d'employer ce genre de terme. Ou même des gens qui vont être en mode... bah en fait c'est dans leur nature d'être agressif, ou c'est dans leur nature d'être un peu aigri, enfin chacun il fait comme il est. Et si tu fais la remarque à la personne, enfin à la femme noire en question, elle va dire mais pourquoi tu te permets de me dire ça, ça se fait pas et tout, qu'est-ce que t'entends par là? Et du coup je trouve ça dommage qu'elle n'assume pas pleinement sa personnalité, parce que en fait il y a trop de stéréotypes qui sont rattachés à l'agressivité et aux femmes noires et au fait qu'on doit être forte. Bon, j'avoue que je suis partie un peu partout, mais c'est juste pour dire aux gens que en fait, faut être complètement soi-même. C'est-à-dire que si t'es aigrie et que t'es agressive, bon, c'est pas des bonnes qualités, hein, c'est pas des qualités tout court, mais ça reste toi. Donc, faut savoir embrasser ça aussi, je trouve. Oui, et surtout, il faut pas avoir honte de le dire que c'est OK. Des fois, il y a des moments où oui, je suis agressive et c'est normal. Des moments, je suis triste. Tout comme il y a des moments, je suis très joyeuse. Pouvoir le dire vocalement aussi. Oui, là, sur ce coup-là, j'étais agressée parce que blablabla. Ouais. Après, que ce soit légitime ou pas, c'est un autre sujet. Mais faut assumer ce qu'on a fait, ce qu'on est, etc. Et ça permet aussi de casser un peu ces discours-là de t'es tout le temps agressive, etc. Enfin, voilà.
C'est clair. Depuis plusieurs années, on observe une montée des discours masculinistes, dont je pense que tu as pu en être victime. Et du coup, comment tu expliques ce tournant idéologique, et notamment sur les réseaux sociaux, et en quoi c'est un danger, et comment combattre ces idées, notamment auprès des jeunes? Premièrement, j'ai une recommandation pour ce sujet-là. C'est un peu ma bible sur le sujet. C'est le livre de Pauline Ferrari qui s'appelle, en gros, c'est Masculinisme formé à la haine des femmes. Voilà. En fait, dans ce livre, c'est une enquête qu'elle a menée et elle explique la genèse du masculinisme, en quoi ça consiste, ce que ça représente et l'impact que ça a dans la société. Donc, c'est vraiment, en plus, c'est très bien écrit. Elle écrit comme elle parle, donc c'est parfait. Et vraiment, c'est très facile à comprendre. Mais du coup, le masculinisme, il arrive avec deux moments. Déjà avec Internet, dans le sens où on est dans les années, fin des années 90, il me semble, fin des années 80-90. On est sur Internet, donc il y a des forums qui se créent et des gens qui parlent. Et on a aussi les mouvements féministes qui sont en train d'exploser, en fait, littéralement. On a de plus en plus de différents courants féministes, peu importe, qui s'élèvent et qui commencent à prendre la parole vocalement sur la condition des femmes. Et donc, on a les masculinistes qui, eux, perçoivent en gros, plus les femmes sont vocales sur leur condition de femme, plus eux, ils perdent des privilèges. Et donc, ils sont contre ça. Et à l'intérieur des masculinistes, on a les incels. Ouais. Les incels, en fait, souvent, les gens confondent les deux. Oui, c'est vrai. Quand t'es un incel, t'es pas forcément masculiniste. Mais non, je crois que c'est l'inverse. Quand t'es masculiniste, t'es pas forcément un incel, voilà. Mais quand t'es un incel, souvent t'as des penchants masculinistes, en fait. Alors, les incels, pour l'histoire, ça choque toujours, mais à la base, c'est une femme qui a créé ça. Être incel. J'avais entendu ça, mais je pensais que c'était une rumeur. Je me suis dit, c'est pas possible. Ouais, mais en fait, quand elle a créé ça, c'était pas comme ça, en fait. C'était en gros, c'était une jeune femme, je crois qu'elle est américaine ou canadienne, elle était célibataire et du coup, en fait, elle a créé un blog où elle parlait du fait d'être célibataire et de ne pas avoir de mec, parce qu'elle voulait avoir un mec, etc. Enfin, voilà. Elle était jeune, elle voulait avoir un mec. Elle en parlait sur ses réseaux. Il n'y avait pas de haine des hommes, il n'y avait pas de « oui, les hommes, vous êtes ci, vous êtes ça », etc. Elle parlait juste du fait d'être célibataire. Et en fait, c'est un modèle qui a été repris par, du coup, des hommes qui vivent leur célibat comme une chose qui est de la faute des femmes. Et donc, en gros, c'est devenu, en gros, les célibataires involontaires, je sais pas quoi, voilà. Et donc, les incels. Et du coup, eux, comme ils vont toujours plus loin, ils se sont organisés vraiment en groupe, en fait, et ils communiquent entre eux pour se dire mutuellement que voilà, c'est célibataire, c'est parce que les femmes, elles ont trop de critères, les femmes, elles aiment les hommes qui sont riches, les hommes qui sont beaux, genre, c'est pas normal, en fait. Enfin... Est-ce que c'est les femmes qui aiment ça? C'est pas eux-mêmes qui ont mis en place un système capitaliste qui prône ça? Totalement. Non, mais il faut assumer après. Totalement. Et en fait, souvent, c'est des mêmes profils, hein. C'est des mecs, voilà, qui sont, ils sont bizarres, ils sont un peu marginaux et tout. Ils font grave peur. Et voilà, et ils veulent que malgré le fait qu'ils nous plaisent pas physiquement, intellectuellement, etc., parce qu'ils se mettent mais quand c'est même parce que ça, avec c'est quelque chose qu'ils pourraient pas faire. Totalement. C'est pour ça. Totalement. Et puis quand tu les vois, ils ont souvent des critères de ouf aussi. Alors voilà. Et du coup, l'essor, en fait, des mouvements masculinistes, c'est ça, en fait. En gros, c'est des groupes d'hommes qui veulent dominer les femmes. Vraiment, c'est actif. Ils l'assument pleinement. C'est pas des hommes qui se cachent, en fait. Alexis Chen, il prend des micros pour parler de ça. Andrew Tate aussi. Et en fait, c'est des hommes qui sont vocales sur le fait de ne pas aimer les femmes, ou du moins de les aimer que d'une certaine manière quand elle est soumise à eux. Et quand littéralement, en fait, elle est en dessous, elle travaille pour eux, elle fait pour eux. Ils se permettent de noter les femmes, de les qualifier par des numéros, une 10, une 5, une 2, enfin, voilà. C'est des discours qui se veulent, en fait, en gros, ils sont construits un imaginaire où leur discours est légitime. Pour eux, ils défendent le droit des hommes, ils défendent le droit des pères aussi, parce que souvent, les masculinistes disent que les femmes privent les pères de leurs enfants. Excusez-moi, mais on est en France. On est en France. Si t'es un homme, tu veux voir ton enfant, tu vas voir le juge. Crois-moi que le juge va t'écouter. Je te jure. Voilà, c'est tellement rare que le juge il va t'écouter. Donc, voilà. C'est des hommes qui disent, voilà, ils sont pour le droit des pères, pour le droit des hommes, et que le féminisme est clairement une menace pour leurs droits. Droits qu'ils n'ont pas. Déjà de base, en fait. Que le féminisme existe ou pas. Enfin, dans un monde capitaliste, si t'as pas d'argent, tu fais rien dans ta vie, tu n'auras rien, en fait. Le président même l'a dit. Totalement. Et du coup, c'est un mouvement qui s'élève vraiment en contre
contre le féminisme, en fait. Si ça monte, ça va monter. Ça va descendre aussi. Et en fait, le gros problème avec ce mouvement, c'est que il touche vraiment les plus jeunes et de manière tellement facile, tellement rapide. C'est une sorte de secte, en fait. Ils sont vraiment que entre eux et ils se remplissent le cerveau mutuellement d'idées misogynes, sexistes, etc. On grandit, du coup, avec des adolescents qui ont des propos, des discours horribles, masculinistes à des très jeunes âges. Et on a beaucoup de mal, nous, en tant que société, mais aussi l'État, le gouvernement, etc., à lutter contre ça. Là où, par exemple, les féministes, elles, sont censurées, shadowban sur les réseaux, les contenus masculinistes, eux, sont mis en avant. Il te faut environ 2 à 3 vidéos pour tomber sur tout un fil de vidéos masculinistes. Pauline Ferrari, quand elle a infiltré tout ça, ça n'a pas été très long. Hein. Franchement, elle s'est inscrite, elle a créé un faux profil, elle a liké 1-2 vidéos, et après, il n'y avait que ça. Et en fait, ça montre à quel point c'est hyper facile de tomber que sur ça. Alors, essaye d'avoir un fil 100% féministe, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Donc voilà, avec les réseaux sociaux, ça va encore plus vite. Les discours sont encore plus banalisés. Il y a des communautés qui se fondent sur ça, avec des milliers d'hommes qui se disent jamais quand ils vont trop loin. Et du coup, c'est compliqué. Et ça tend du coup vers des violences qui sont aussi physiques, parce qu'il y a aussi des attentats ou des tentatives d'attentats. Bon, en France, ça part surtout de tentatives, même si en vrai, il y en a eu, parce que voilà, attentats masculinistes contre des femmes. Et ça aussi, c'est pas pris au sérieux. On n'en parle pas tant que ça. C'est un truc qui est un peu banal. Enfin, c'est un peu normal, on dirait. C'est comme si c'était pas grave. Et du coup, voilà, il y a tout un univers, en fait, qui participe à légitimer le masculinisme et à faire semblant de lutter pour. Parce qu'aujourd'hui, il y a eu des féministes qui ont fait le travail de parler de ça. Il y a eu plein de femmes qui ont parlé de ça. Rien n'a été fait. Là, en ce moment, on voit un peu des médias parler un peu de ça, etc. Mais c'est fait de manière superficielle. On ne sait pas vraiment où ils veulent nous emmener avec ça. Enfin, c'est un peu compliqué. Surtout que j'ai l'impression qu'on prend pas le sujet au sérieux, en fait. On a l'impression que les incels, c'est des personnes qui sont considérées un peu comme des losers, des geeks ou autres. Et on se dit, non, mais c'est quelques-uns. En fait, on nous demande clairement d'avoir de la pitié pour ces hommes-là, en fait. Moi, je me rappelle, je suis tombée sur un TikTok. Un homme, déjà, il se tenait tout comme ça et tout. Oui, j'ai 35 ans, je suis célibataire, les femmes ne m'aiment pas parce que si, parce que ça. Et je regarde les commentaires, il me fait de la peine. Non, mais attends, je comprends pas, on n'est pas obligé, en fait. Enfin, voilà, il y a plein de trucs vous voyez la musique là sur TikTok là, les filles ne veulent pas de moi, ça c'est une musique d'incel, hein. On s'en rend pas compte, on s'en rend pas compte, c'est une musique d'incel. Elle répète que je suis trop bizarre, voilà, elle répète que je suis trop bizarre, que je suis ci, que je suis ça, pitié. Et tout le monde chante ça, c'est normal, c'est vrai. Voilà. Alors qu'en vrai c'est une musique d'incel, on s'en rend pas compte. Et tout ça en fait c'est des petits discours qui sont mis un peu partout, c'est subtil, on les avale et après ça devient normal. En fait ça devient normal qu'un homme se plaigne d'être célibataire et qu'il dise que c'est à cause des femmes. Grave. En fait, on a l'impression que quand t'es un homme, tu as forcément une femme qui t'est destinée, quoi que tu fasses, quoi que tu aies ou que tu peux apporter, etc. Alors que, tandis que les femmes, nous, en tant que femmes, on nous apprend depuis qu'on est petite à devoir savoir cuisiner, à devoir être intelligente, à devoir être belle. Mais les hommes... Sans trop le montrer, pour pas que l'homme se sente dévalorisé. Enfin, il y a tellement de trucs. Et même là, enfin, je trouve que dans le contenu féminité et tout, il y a des bons points, mais il y a aussi des points où ça... En fait, il y a plus de personnalité qui peut émerger de ça. En fait, tout devient trop light, quoi. Totalement. Ça me donne envie de rebondir sur quelque chose. Je sais pas si vous avez vu le documentaire de France TV Slash sur les masculinistes. Oui. Moi, ce qui m'avait, entre guillemets, choquée, c'est la personne qu'ils interrogent, qui était avant un incel, etc. Et en gros, il fait de la peine, etc. Alors que la raison pour laquelle il est sorti de ça, c'est parce qu'il a trouvé une meuf. Et moi, j'ai trouvé ça aberrant. Ça veut dire qu'à la fin, j'étais en mode, mais tout ça pour ça, quoi. Genre, non, mais je te jure. Non, mais le mot qu'il était raciste, il était misogyne, il était tout pour lui. Et en plus, il disait, oui, c'est à cause des noirs, c'est à cause de je sais pas qui, c'est à cause de je sais pas quoi. Ça y est, j'ai ma meuf, mais du coup, le reste, je calcule plus. Genre, c'est un problème qu'il y a sur les médias français, ils aiment trop faire ça. Ils aiment trop venir interviewer tout et n'importe quoi, leur donner des micros et leur dire pourquoi vous avez fait ça. C'est comme dernièrement, enfin, comment il s'appelle le TikToker là, sur 7 à 8 qui est passé là, Puffman. Interviewer Puffman, pour moi, c'est grave. Ah, mais moi, ça m'a choqué. Aucun sens. C'est pas choquant. Il a été accusé de viol, voilà. Il dit des propos masculinistes face cam, apologie du viol face cam. On le reçoit.
on lui donne un micro, il parle, et il Non, rentre chez lui non, normal. Exactement. C'est très grave. C'est pas forcément donner la parole à tout le monde, en fait. Des fois aussi, on peut parler sans eux, je pense. Parce que il y a les preuves, en fait. De toute façon, il y a les vidéos, il dit tout ça en Oui, c'est vidéo. ça. Il a son canal d'expression, il a qu'à rester Totalement. là-bas, quoi. Donc, à quoi ça servait de le faire venir et pour qu'il explique, ouais, non, mais je l'ai pas violé, un viol, c'est ça. Non, tu vas pas Exact. nous apprendre ce que c'est un viol. Oui, Enfin, ça, c'est grave. au ça, bout d'un ouais. moment, enfin voilà. Oui, en France, il y a vraiment ce problème-là d'interviewer tout et n'importe quoi. La quête de l'info et tout, des fois, ça nous pousse à faire des trucs qui n'ont pas de sens. Vraiment. En même temps, bon, ça, c'est un autre sujet, hein, mais est-ce que c'est pas parce que les gens, enfin, ils sont attirés que par le putaclic, pardon. Ouais, le Si tu commences à dire, oui, il y a une étude sociologique qui a été dressée, l'article fait 40 pages, Non, c'est vrai. les gens c'est vrai, vont pas lire. Alors, si ils tu ont leur- besoin de sang. C'est ça. Ouais. Tu leur donnes un truc rapide à voir là sur TikTok, ils sont là, oh là là, t'as vu ce qui s'est passé et tout. Ouais, c'est vrai. Comment, parce que du coup, en même temps, t'es étudiante, hein, comment est-ce que tu fais pour concilier à la fois le militantisme, ta vie personnelle et la préservation de ta santé, quoi, en fait? Parce que du coup, quand t'es militante, tu fais face à pas mal de choses négatives, pas mal d'ondes négatives. Comment est-ce que tu fais pour pas que ça t'impacte trop? Bah, je sais pas. Franchement, je sais pas. En fait, je fais tellement de choses. D'ailleurs, j'ai l'impression que enfin, j'ai plein de casquettes, hein. Il y a le militantisme, il y a la politique, parce que du coup, maintenant, je suis aussi un peu dans la politique. Enfin, je fais partie d'une liste pour les municipales dans ma ville natale. Comme si j'avais pas de choses Claudia. Votez pour Claudia. Comme si j'avais pas cette chose à faire dans la vie. Et il y a ma vie sociale, ma vie familiale, ma vie d'étudiante, et aussi mon taf, parce que je suis en alternance. Et c'est hyper compliqué. Il y a des moments, j'ai la tête comme ça, je sais pas où, je sais pas commencer par quoi. Il y a des moments où je suis très fatiguée. Donc, en fait, si j'ai des conseils, en gros, c'est il faut se reposer. Il faut se donner des jours off où on fait rien. Moi, il y a des jours où je dors du matin au soir et je m'en veux pas et c'est ok. Et il faut dormir, en fait. Dormir. C'est important de dormir. Il faut aussi sortir avec ses amis. Ça fait du bien de voir ses amis, ne pas s'isoler. Avoir des moments pour soi. Des moments où on prend soin de soi. Moi, ça passe par me coiffer, me maquiller ou me faire les ongles, même me faire masser. Enfin, voilà. Plein de petits trucs de self-care qui aident. Aussi, un accompagnement psy quand c'est nécessaire. Faut voir un psy parce que le militantisme, c'est plein de gens qui viennent te jeter leurs problèmes à la gueule. Ça, c'est pas évident. En tant qu'être humain, c'est pas supportable. C'est ça. Moi, ça m'est déjà arrivé de pleurer avant de dormir parce que j'avais parlé avec plusieurs filles dans la journée qui m'avaient jeté tous leurs problèmes à la gueule. Enfin, sur le coup, elles ne savent pas, en fait. Elles me voient comme un peu une personne qui peut ramasser tout et les aider. Je peux le faire des fois, mais pas tout le temps. Et du coup, des fois, tu te sens impuissante face à toute cette négativité. Et donc, des fois, ça te met vraiment mal. Donc, il ne faut pas hésiter à être accompagné par un psy, même une fois par mois, même une fois tous les 2 mois, au moins pour vider un peu son sac et pouvoir aller de l'avant, parce que sinon, ça te freine beaucoup. Il faut s'organiser, évidemment, parce que sinon, c'est compliqué. Moi, j'ai 3 agendas. Je me sens un peu ministre quand je dis ça, mais pas un peu, beaucoup même. c'est pas facile. Mais il faut s'organiser, il faut essayer de gérer son temps du mieux qu'on peut. Et ne pas oublier qu'on est jeune, on a plein de trucs à vivre, et il y a des choses qui peuvent attendre. Voilà. Quand tu peux pas, tu peux pas. Tu peux les gagner d'autres personnes. Voilà. Sur ton collectif, est-ce que tu peux nous en dire plus sur qu'est-ce que vous faites, quelles actions vous avez mis en place, est-ce que ça a été difficile? On a fait plein d'interventions dans le cadre scolaire et associatif. Donc, on a rencontré plein de jeunes pour leur parler de masculinisme, de cyberviolence, de misogynie noire, donc ce soit à l'école, dans des lycées et dans des sphères un peu plus associatives. Ça s'est hyper bien passé d'ailleurs, parce que c'est des jeunes à qui ils n'ont pas forcément l'habitude de venir en fait et qu'on leur parle de ça. On est actifs sur nos réseaux sociaux, donc avec le hashtag, mais aussi avec le travail avec les députés. Avec les députés, on travaille plutôt sur tout ce qui est loi, reformuler un peu des lois parce qu'il manque certains trucs. En fait, le droit et tout ce qui est le pénal en France, il y a beaucoup de failles, en fait. Il y a beaucoup de mots qui manquent. On avait remarqué qu'il manquait le mot menace dans une des lois, je sais plus laquelle, par contre, je suis vraiment désolée, ça c'est l'autre cofondatrice qui sait mieux que moi. Mais voilà, il manquait par exemple le mot menace, on a demandé à l'ajouter, c'est en cours, on y travaille. On a fait un espèce qu'on essaie un peu à chaque fois de faire un état des lieux, en fait, du masculinisme sur les réseaux, de ce qui se passe, les évolutions, les régressions, comment ça a changé, comment ça évolue. Et sur les réseaux sociaux, le rapport, comment les réseaux sociaux se comportent dans notre pays, dans le sens où X doit se soumettre aux lois françaises, et des fois c'est pas le cas, ou aux lois européennes à la rigueur, mais des fois c'est pas le cas. Donc ça, on essaye d'alerter l'attention sur ça et dire que voilà, ça par exemple c'est pas normal, parce qu'en France on doit faire comme ça, on doit faire comme ci. On essaye aussi de sensibiliser, donc de faire des campagnes de sensibilisation autour pour la misogynie noire, le sexisme.
On demande aussi évidemment que les personnes qui reçoivent les plaintes soient formées. Oui. Ça, c'est encore en cours. Enfin, le projet, c'est une ébauche, en fait, on en parle. Pour l'instant, c'est pas encore concret, mais on essaie d'appuyer dessus parce que c'est l'un des trucs les plus importants Ouais. dans tout ça, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont allées porter plainte. La plainte n'a pas été reçue, Mm, ils ont été mal accueillis. C'est compliqué. On leur dit en tant que femme, ah, on t'a juste touché, bah, faut que Ouais, ça aille c'est plus ça. loin pour que ça soit pris un minimum au Totalement. sérieux et Il tout n'y a ça. pas C'est d'accompagnement tellement, des victimes. c'est Et clair. on avait aussi demandé une plateforme qui nous guide de A à Z sur ce qu'on doit faire quand on est victime de cyberviolence en ligne. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a des jeunes, elles savent pas quoi faire. Ouais. Elles savent pas si elles doivent porter plainte, si elles doivent aller sur Pharos, si elles doivent porter plainte en ligne ou bien directement aller au commissariat. Qu'est-ce qu'il faut garder, qu'est-ce qu'il faut screen, qu'est-ce qu'il faut copier-coller. Enfin, tout ça, là, en fait, le mieux, ce serait de le recenser dans une seule plateforme et de trouver tout à disposition pour pouvoir être accompagné, même à distance, pour ça. Ouais. Voilà. Donc, on essaye d'aller un peu sur tous ces terrains-là, outre tout ce qui est manifestation, rencontres avec d'autres féministes, etc. Enfin, voilà. Franchement, déjà, Ouais. merci. Hein. On n'est pas tous militants, mais le fait que vous fassiez le travail comme ça pour nous, on sent vraiment la différence, je trouve, parce que c'est la somme des militantismes qui produisent des impacts. On a vu qu'il y avait justement des gens qui avaient des propos qui étaient inadmissibles sur les réseaux sociaux, qui s'étaient fait convoquer dans une commission là à l'Assemblée nationale, et du coup, bah, c'est des actions comme ça en fait qui participent à ça. Et même le fait que, en tant que femme noire, maintenant, vous savez que si vous subissez des choses sur les réseaux sociaux, il y a des collectifs comme le vôtre qui peuvent vous aider, vous donner des indications sur ce que vous devez faire et tout. Je trouve que ça fait du bien et ça crée des sphères un peu plus safe, quoi, pour les femmes noires. Et donc, merci beaucoup. Pour conclure, quel message ou quelle perspective tu aimerais transmettre aux jeunes femmes noires qui cherchent leur place, leur voix ou leur mode d'engagement aujourd'hui? Je vais surtout m'axer sur le mode d'engagement parce que je trouve que c'est hyper important. Ça, souvent, c'est un peu le truc qu'on calcule pas trop. Déjà, j'aimerais dire qu'il n'y a pas une et unique manière de lutter ou de s'engager. Souvent, on se trouve pas légitime parce que nous, on va pas en manif, parce que si, parce que ça. Si elle va en manif et que toi, tu peux pas, c'est OK. T'as tes raisons. On va pas te forcer, en fait. Il y a plusieurs manières, en fait, de lutter. Tu peux justement aller en manif, tu peux organiser des groupes de parole, tu peux organiser des ateliers créatifs, tu peux faire des groupes où on parle, ou des groupes communautaires entre femmes noires, par exemple. Ça peut aider, en fait. Il y a plein de trucs qui aident. Moi, je sais, par exemple, je sais pas si vous connaissez, c'est un rassemblement. Je suis jamais allée, hein, mais j'aime trop parce que je peux pas, parce que je travaille les samedis, du coup, je peux pas y aller. Ouais. Mais c'est un rassemblement, en fait, où c'est des gens qui vont pour peindre et parler en même temps de sujets de société. Je sais plus comment ça s'appelle, mais j'adore ce concept, Ouais. en fait. C'est vraiment, tu vas peindre avec des gens et tu parles avec eux. Et c'est trop bien. Et ça te crée des Exactement. relations. Et ça, c'est une forme d'engagement. Ouais. On s'en rend pas compte, mais c'est de l'engagement aussi. Le fait de créer, je connais une meuf qui a créé un magazine qui s'appelle Good Days Magazine, qui met en avant le fait d'être noir, de s'affirmer en tant que personne noire. Et ça, son magazine, il est magnifique et c'est de l'engagement pour moi. Je sais même pas si elle le voit comme ça, elle, mais c'est de l'engagement pour moi. Et ça, c'est une forme d'engagement, c'est créatif, c'est artistique. Voilà. Il y en a qui vont plus dans la politique, dans le militantisme, qui vont parler sur Twitter. Par exemple, sur les réseaux, le fait de par exemple, juste de retweet un truc qui parle de féminisme, etc., ça te permet en fait de donner une visibilité à un propos. C'est une forme d'engagement aussi en vrai, parce que tu t'es engagé à retweeter ça et donc à diffuser une parole qui a été donnée. Donc en vrai, il n'y a pas de petits militants, de grands militants, de petits engagements, de grands engagements. Il y a des impacts qui sont assez forts, c'est vrai, on va pas le nier, mais à notre échelle, on peut faire plein de trucs et de manière différente. Il faut pas se sentir illégitime ou se sentir moins que l'autre parce que j'ai pas fait ci, parce que j'ai pas fait ça. Voilà. Il y a des gens qui ont fait beaucoup plus que moi. Quand ils me voient, ils disent que ce que j'ai fait, je sais rien, par exemple. Il y en a qui vont me dire que ce que j'ai fait, c'est grandiose, c'est exceptionnel. Et enfin voilà, ça dépend de où on se positionne en vrai. Donc on n'a jamais tort, on n'a jamais raison. Il faut juste se dire que voilà, si tu peux t'engager, fais-le. Et si tu peux pas, juste le fait de survivre, c'est suffisant. Ouais, Voilà. Tout à fait. c'est clair. Et d'être soi, de pas avoir honte de briller, de pas avoir honte d'exister. Totalement. Aussi d'essayer de supprimer un peu tout le bruit qu'on entend, donc que ce soit sur les réseaux
réseaux sociaux ou même dans les sphères amicales, scolaires, professionnelles, et de se dire quelles sont mes volontés personnelles, quelles sont mes aspirations personnelles. Et ça, en général, je trouve qu'on arrive à le faire quand on repense aux volontés qu'on avait quand on était toute petite. Par exemple, si à 5 ans, tu avais envie d'être une star, c'est qu'au fond de toi, tu as besoin de briller. Et même si à 20 ans, tu l'as oublié, faut que tu t'en souviennes. Ou si, je sais pas, si tu voulais être infirmière, c'est que tu aimes bien aider. Et donc, ça, c'est quelque chose dont tu peux te souvenir en étant plus âgé. Et ça te permet déjà de limiter un peu les effets que ça peut avoir, d'avoir beaucoup d'écho dans les oreilles. Totalement. Moi, je voulais être journaliste, donc c'est pas étonnant que je sois toujours en train de parler, en fait. Exactement. Voilà. Chose que tu fais très bien. Du coup, merci beaucoup, Claudia. Merci à vous. Merci pour ta venue et pour tes interventions qui sont toujours aussi pertinentes et riches. J'ai bien dormi ce soir. Merci aussi Minata, notre chroniqueuse du jour, qui a fait un travail vraiment excellent, des questions très pertinentes. Et merci à nos éditeurs et surtout à nos auditrices de nous avoir écoutés jusqu'ici. Et on vous souhaite une bonne continuation et à la prochaine pour un nouvel épisode de Sautipédia.